Vous écoutez Procrastination, saison 9, épisode 16, donner une voix à un personnage. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. Les personnages mémorables, ça fait partie évidemment du plaisir de la fiction, c'est un sujet extrêmement vaste. Ça veut souvent dire qu'ils sont vivants, ils sont uniques, on a vraiment l'impression que c'est des vrais êtres humains qui, chair et de sang, qui sortent de la page. Et souvent, ça va être relié à la voix dans la narration. Du coup, on va s'attacher à grands traits forcément, comment faire ça, comment donner une voix à un personnage dans la narration. Je pense que, en entrée en matière, ce qui est important quand on parle de voix, c'est que souvent, quand on parle de la voix des personnages, on pense souvent au dialogue purement, c'est-à-dire comment ils s'expriment avec les autres dans l'action. Mais c'est qu'en fait, à mon avis, c'est un tout petit truc du problème, parce que la voix, c'est aussi tout le reste. Le comportement, l'être au monde, ce que le personnage est, ce qu'il ou elle va faire, ses habits, ses goûts, etc. Et c'est là où finalement ça va déborder de façon extrêmement forte avec la notion de point de vue. C'est parce que c'est surtout là que la coloration de la narration va apparaître. La vision du monde, l'univers intérieur, jusqu'au choix de transmission de l'information quand on a un point de vue qui va être assez proche de la narration, par exemple. Le personnage va pas forcément choisir de voir ou de repérer les mêmes choses. Et donc, dans ce genre de transmission de l'information, donc ça va vraiment être une question de transmission de l'information, et dans la coloration, dans ce que le personnage va retirer de ce qu'il va choisir de donner comme attention au monde, et ce qu'il va en retirer, on va avoir des choses qui vont être extrêmement différentes. C'est un outil extrêmement puissant, et c'est un exercice que je vous invite à faire. C'est si vous avez une scène qui est écrite d'un point de vue d'un personnage, évidemment avec un point de vue assez proche du personnage, c'est de prendre un autre personnage de votre narration, de prendre la même scène. Normalement, à part un certain nombre de choses qui vont relever de vous ce dont vous avez besoin de transmettre pour votre action, normalement, l'attitude, le point de vue, au sens vraiment premier du terme, la sélection de l'information, le retour, etc., ça va entièrement changer. C'est pas possible de prendre les mêmes événements, de les calquer. Si vous avez bien fait votre boulot, et qu'on a donc encore une fois un point de vue très proche, c'est tellement intimement tissé avec l'action que c'est pas possible de réécrire telle quelle une scène. C'est un travail extrêmement complexe de transposer une scène d'un point de vue d'un autre personnage, parce que la voix, elle est là, elle est dans la transmission même de l'information, dans la narration même. Grosso modo, d'accord avec tout ce que Lionel a dit. Et bon, c'est pas dur. C'est facile d'être d'accord avec Lionel. Et c'est cool. Après, pour aller un peu plus loin, en disant, quand vous êtes, par exemple, quand vous êtes à la première personne, vous pouvez avoir plusieurs points de vue. Et là, vous pouvez vraiment faire coller la voix de votre personnage à ce qu'il est. Vous pouvez faire plusieurs premières personnes, même dans certains livres. Et donc, par exemple, vous allez jouer sur les niveaux de langue, sur les rythmes, etc. Quelque chose qu'on oublie beaucoup, enfin en tout cas quand on est encore jeune auteur, c'est par exemple jouer sur les rythmes du discours. Est-ce que le personnage va faire des phrases courtes? Est-ce qu'il va faire des phrases longues? Est-ce qu'il va faire des phrases simples, complexes, etc. Enfin, dans la vie, on a tous des manières de parler différentes, et plus vous lisez des livres, plus vous apercevez que, aussi, si vous les lisez avec un regard d'auteur, c'est-à-dire pour décortiquer un peu comment ça fonctionne, vous allez voir que même quand c'est à la troisième personne, les manières d'écrire sont différentes sur les personnages. Elle peut être beaucoup plus sèche, beaucoup plus neutre, par exemple, si vous êtes donc dans certains aspects très secs et très neutres de certains policiers de James Ellroy. Elles peuvent être beaucoup plus lyriques aussi, elles peuvent être... Enfin, voilà, il y a toutes ces nuances-là sur lesquelles vous pouvez jouer pour un personnage. Évidemment, à la première personne, ça joue encore plus, mais à la troisième aussi. Et à la troisième personne, quand vous avez plusieurs points de vue à la troisième personne, la grosse décision à prendre, c'est à quel point vous voulez que leur voix particulière se sente dans la narration. C'est-à-dire, si vous avez, je vais aller au plus, comment dire, presque caricatural. Si vous avez, par exemple, on va dire, vous êtes dans une équipe style Donjons et Dragons, vous avez un gros barbare et un clerc qui, lui, est méga intello et dans le ciel des idées. Limite, vous pouvez écrire, même si c'est à la troisième personne, votre gros barbare qui fait tout en phrases simples quand vous êtes même dans les actions du gros barbare. Par exemple, il tape le gobelin, il se réjouit, il passe à la porte. Oh oh, c'était une bonne journée. Et après, toujours dans la même troisième personne, vous avez le clerc, et là, et le ciel ce soir-là était d'un doré écarlate, qui virait sur le fond au mauve de soie douce.
etc., etc., qui lui faisait penser, alors là, la phrase, elle va faire 3 kilomètres, qui lui faisait penser, donc, aux longs cheveux blonds de cette fille qu'il avait aimée autrefois et qui lui avait brisé le cœur, etc., etc. Voilà. Et là, vous pouvez être dans le même texte avec la même troisième personne et déjà faire sentir au lecteur que ces gens bougent, vivent, appréhendent le monde de façon différente. Après, vous pouvez le faire de manière plus subtile. Ça, c'était la caricature pour vous. Après, vous allez plus subtilement faire des choses un peu plus subtiles. Mais déjà, si vous vous entraînez à faire des trucs un peu caricaturaux, après, quand vous écrivez, vous pouvez voir comment introduire des subtiles différences, y compris à la troisième personne, selon le point de vue de tel ou tel personnage. Et comme dit Lionel aussi, ils vont pas forcément remarquer les mêmes choses, vivre la scène de la même façon, etc. Même dans le style, vraiment, vous pouvez vous amuser beaucoup. Et lisez des romans en regardant ça aussi du côté du style. Comment les personnages, donc y compris à la troisième personne, vont être caractérisés par des styles différents, y compris chez un même auteur ou dans un même livre. Après, petit exercice aussi là-dessus qui rejoint celui de Lionel, mais qui est le niveau un peu, tutoriel de celui de Lionel. Le niveau tutoriel que je conseille et que je fais parfois en atelier d'écriture, vous prenez une scène toute bête et par exemple, ce que je dis souvent, c'est vous avez un personnage qui arrive sur une plage. Et après, selon l'état du personnage, la manière dont va être décrite la plage va être différente. La manière dont il va vivre la plage va être différente. Et par exemple, vous prenez un personnage qui vient de se faire briser le cœur. Là, voilà, toute la plage va être vue au travers de ça, et donc tout le vocabulaire aussi va aller vers des choses très glauques, très sombres, ou du regret, ou de la nostalgie, etc. Au contraire, si vous avez un personnage qui vient d'arriver en vacances et qui est trop heureux et tout, et c'est le bonheur de sa vie, il va faire attention au soleil, il va avoir un style qui limite va déjà faire penser au fait qu'il va sauter dans les vagues. Donc voilà, vous prenez votre scène, vous faites arriver un personnage sur la plage dans des états d'esprit radicalement différents, et vous voyez comment vous écrivez cette scène. Vous pouvez faire la même chose avec une maison hantée, et là, pour le personnage tout bubbly, tout solaire, c'est drôle. C'est drôle, ça me fait penser tout de suite à un texte qui est assez parlant là-dessus, qui est les exercices de style de Queneau, ou comment on raconte exactement la même anecdote, mais en passant par tout un tas de situations ou de voix précisément, qui font que c'est jamais deux fois le même texte. Vous pouvez lire aussi, oui, les romans coraux de James Ellroy, ils sont vraiment très cool là-dessus. Enfin, vous voyez pas mal de choses, lisez James Ellroy pour ça. Après, je sais que j'utilise beaucoup cet exemple, et franchement, lisez Madame Bovary, c'est cool, quoi. Mine de rien, vous pouvez regarder aussi chez Anne Rice, justement, quand vous avez Entretien avec un vampire, qui est vraiment du point de vue du journaliste et de Louis, versus Lestat le vampire, qui est dans La Voix de Lestat. Et La Voix de Lestat, elle est très différente, mais de manière assez subtile, parce que c'est Anne Rice, quoi, c'est ce qu'elle fait. Donc, vous comparez La Voix de Lestat avec les voix dans les autres Anne Rice, et je vous assure, c'est aussi sympa, ça. Bonus, vous lisez des cool bouquins d'Anne Rice. En bon exemple aussi, je trouve, c'est Roger Zelazny. Je pensais à Linky Pete de l'île des Morts, qui est hyper connu dans le genre, qui est en gros, de mémoire, je le sais pas par cœur, mais j'avais reçu ce matin-là une lettre de ma femme morte depuis 10 ans, mais avant que je vous explique ce qui s'est passé, il faut que je vous parle de la baie de Tokyo, qui est assez incroyable. Et il fait 2 pages sur la baie de Tokyo. Et comment il voit la baie de Tokyo, c'est la meilleure manière, et Zelazny est un grand maître là-dessus, et je trouve que c'est une manière absolument géniale de dire voilà qui je suis sans vous dire qui je suis. Après aussi, dans les personnages qui sont justement caractérisés par la manière dont est écrit le monde autour d'eux, et de manière vraiment subtile pour le coup, il y a les personnages de la maison hantée de Shirley Jackson. Et là, c'est vrai que vous avez donc divers personnages qui arrivent dans cette maison. Et la manière dont ils vivent leur arrivée, pareil, alors là, pour le coup, c'est vraiment subtil et c'est vraiment cool, c'est vraiment bien fait. Là, c'est le niveau, en gros, le niveau hardcore, God mode dans les jeux vidéo et tout, parce que c'est Shirley Jackson. Mais si vous prenez un peu la tête dessus pour regarder comment ça fonctionne, ça peut vous apprendre beaucoup de choses. Dans mon boulot de traductrice, je suis actuellement immergée dans Brandon Sanderson au kilo, voire à la tonne. Et je suis toujours sidérée par la capacité qu'il a à donner des voix vraiment distinctes à ses personnages. Ça me faisait penser tout à l'heure ton histoire du barbare et du clerc. On a par exemple un personnage qui est un soldat qui vient d'un pays étranger. Déjà, il parle dans une langue qui n'est pas la sienne, donc il a des expressions un petit peu à côté. On sent qu'il maîtrise pas totalement la langue. Il a des tics de langage qui sont des mauvaises traductions d'expressions étrangères. Et du coup, il a un langage un petit peu très concis, très brut, très brutal. Et à l'inverse, on a un personnage qui apparaît dans beaucoup de récits et qu'on reconnaît presque toujours à sa voix. C'est un personnage qui se croit un petit peu au-dessus de la mêlée, qui adore se foutre de la gueule des gens, et qui notamment a, dans une des récits, un rôle de fou du roi, où il en met plein la gueule aux gens,
mais avec des phrases extrêmement longues, des trucs extrêmement alambiqués, et on sent qu'il kiffe absolument de faire des phrases à rallonge, et on sent tout le personnage dans cette voix. Et les rares fois où il sort de cette manière de parler, on sent qu'il se passe quelque chose d'anormal. Et ça, c'est extrêmement frappant, ça peut passer uniquement par la voix. Et il peut y avoir tout ça, tous les registres de langue, ça peut dire des choses sur la classe sociale, sur effectivement le fait qu'un personnage soit étranger ou maîtrise la langue dans laquelle il parle. Ça peut dire des choses sur le fait qu'un personnage soit très timide ou très brutal ou extrêmement franc, par exemple. Ça peut dire énormément de choses. Et je trouve ça, moi, dans les travaux de Brandon Sanderson et en particulier les archives de Rojar, c'est un bon exemple aussi si vous voulez voir des voix de personnages qui sont très marquées. Et si vous voulez bosser là-dessus, aussi le conseil que je donne, c'est au début, ayez pas peur de vous entraîner en faisant limite trop, en fait. Parce que c'est plus facile, une fois que vous en avez fait trop, d'enlever, de rendre les choses plus subtiles. Alors que souvent, si vous voulez commencer à être hyper subtil d'emblée, c'est plus difficile à retravailler tout en gardant la subtilité et tout. Alors que si vous, premier texte, vous travaillez des effets marqués, c'est plus facile de trouver un effet marqué au début pour bien voir déjà comment l'effet fonctionne, puis de le tirer vers quelque chose de subtil, que de passer sur un texte qui est tellement subtil où en gros il y a rien qui se passe à ce niveau, et d'essayer après de mettre des petites touches de ci de là, parce que les petites touches, là déjà pareil, on est dans le niveau hardcore. Un niveau peut-être plus instinctif que travaillé. Moi, il y a une chose qui fonctionne vraiment bien, c'est que j'ai déjà parlé du fait que pour mes personnages, j'ai souvent un casting. Je vais avoir des visages en tête qui vont être aussi bien des célébrités que des gens que j'ai croisés dans le métro ou des gens que je connais. Et à un moment donné, l'image va donner forme et personnalité au personnage. Et quand je sens vraiment mon personnage, souvent la voix vient avec. Et je sais pas si des fois, si ça se trouve, c'est bêtement, j'ai emprunté un acteur ou une actrice et qui a une voix très marquante. Et du coup, cette voix va s'infiltrer dans la manière de raconter. Mais souvent, et je l'avais remarqué une fois où j'avais écrit une pièce radiophonique et où les personnages que je sentais le mieux, parce que vraiment je les visualisais, étaient ceux qui avaient été interprétés de la manière la plus précise par les comédiens et comédiennes qui ont joué les personnages, parce que j'ai senti qu'ils avaient senti la voix telle que je l'entendais dans ma tête. Et les autres, c'était beaucoup plus flottant parce que j'avais pas fait une voix assez précise. Pour faire très rapidement aussi, moi je construis beaucoup mes personnages selon la méthode Stanislavski au théâtre en fait. Parce que je viens du théâtre et en gros c'est connaître au maximum votre personnage, y compris physiquement, ses gestes et tout ça. Donc ça, vous pouvez lire Stanislavski si ça vous intéresse. Mais l'idée c'est que plus vous connaissez votre personnage vraiment de l'intérieur, plus vous vous laissez porter par votre personnage, plus vous allez le trouver naturellement aussi. John Michael Straczynski a une bonne anecdote pour ça. Il dit si vous prenez votre meilleur ami et que vous l'imaginez se levant la nuit dans le noir et se cognant l'orteil contre la table basse, vous allez tout de suite voir comment il réagit. Il dit vous devez connaître vos personnages aussi bien. Si vous savez ça, ça va globalement. Parce que souvent, en fait, quand on la création de personnages, et puis en plus, il y a des tas de fiches sur Internet qui vous donnent une espèce de liste à puces où il faut absolument tout remplir. Et en fait, non, pas nécessairement. Alors évidemment, il y a quand même un certain nombre de fondamentaux qui aident, le milieu social, la famille, les goûts, les envies, mais c'est des choses qui peuvent se définir au fur et à mesure à partir du moment où ces zones sont plus ou moins importantes ou pas pour la personne. La connaissance intime du personnage, c'est justement, je prends mon personnage, je le mets dans une situation complètement inédite à laquelle j'ai pas pensé parce qu'elle était pas sur la liste à puces de la fiche. Si je peux sentir comment il ou elle réagit, alors ça va. Et du coup, après, le boulot, ce sera de le transmettre. Et on l'a abordé un peu par la bande, mais un outil qui est hyper puissant pour ça, c'est le discours en direct libre. Notamment dans nos genres populaires qui sont quand même globalement autour de la troisième personne du personnage point de vue quand même en général, c'est pas toujours le cas évidemment, mais c'est quand même fréquent et c'est une manière hyper pratique en fait et simple de rapprocher énormément la distance de narration du personnage, d'être presque dans quelque chose d'aussi efficace que la première personne, sans l'être et sans tricher avec les règles de sa narration. Si vous voyez pas ce dont je parle, c'est le truc tout bête de se dire Jean-Eudes marcha dans la rue, il tourna la tête, quelle était cette silhouette au sommet du building? Elle portait un fusil de sniper. Quelle était cette personne? C'est le discours en direct libre, c'est-à-dire je triche, entre guillemets, parce que c'est légal, avec mes règles de la narration pour truc. Normalement, on aurait pu dire, il se demanda quel était le truc. Voilà. Et en plus, ça permet de marquer une rupture et de rapprocher vraiment les choses. Et c'est très efficace, à partir du moment où, évidemment, ça ne devient pas un cliché comme tout. Oui, et là-dessus aussi, si vous voulez pousser plus loin votre style, n'hésitez pas à lire les grands auteurs classiques, ils sont devenus pour une raison. Et notamment, n'hésitez pas à lire La reine absolue du monologue intérieur, qui est Virginia Woolf. Donc, voilà, parce que là, pareil, vous allez choper des trucs.
Petite citation pour terminer. Je me rappelle quand j'enseignais Dracula à des élèves de lycée, je ne tenais pas en place. Regardez toutes les voix différentes qu'il y a dans ce livre. Stoker et ventriloque. Stephen King. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.